Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Paul Mora, directeur adjoint ici à Innovation et Partenariat à Imred. Et aujourd'hui, on commence à lancer un des premiers événements qu'on va faire sous la présence à distance. Ça, c'est un très bon exemple de travail. On a une conférence hybride. Ça veut dire qu'on parle avec l'audience en physique et aussi avec l'audience en numérique. Et le but aujourd'hui, c'est de parler un peu de cette nouvelle solution qui existe déjà il y a un bon moment. Ça veut dire que la nouvelle solution, elle n'est pas forcément les robots de téléprésence, mais comment on va s'adapter avec trois grands axes. On parle beaucoup des 5G, des 5G. Ça veut dire la connectivité de cet robot et à quoi ça sert. La question pédagogique, c'est-à-dire comment on peut intégrer une nouvelle pédagogie innovante autour de cette thématique. Et encore une fois, la pédagogique, c'est pas que la formation universitaire, c'est le collège, formation universitaire, mais aussi dans les lieux de travail, on peut faire la pédagogie. Ça, c'est très important. Et un troisième point que c'est important à discuter ici, c'est vraiment la notion de la robotique. C'est à quoi ça sert et comment on peut utiliser des robots pour s'intégrer dans notre quotidien. Ça, c'est un des très, très grands sujets. Euh, En lançant aujourd'hui les sujets qu'on va aborder, initialement, c'est la téléprésence au service d'éducation. C'est un des cas d'usage qu'on a imaginé, vraiment cette question de l'université, des personnes en situation d'empêchement, comment elles peuvent être présentes en classe, différent d'un téléprésence, d'un visioconférence. C'est-à-dire comment on peut créer des liens sociaux à partir de la robotique. La visioconférence, depuis des Covid, elle est devenue un peu normale pour tout le monde. Le télétravail est devenu une réalité. Mais les liens sociaux, ça reste quelque chose d'important. Et cette lien social, on peut résoudre ce problème ou adresser ce problème à partir de le robot de téléprésence. Hein. Pour parler de projet 5G Métro, c'est un projet qui essaye de travailler cette question inclusive, c'est de l'inclusivité de projet. Comment on peut déployer des réseaux 5G, à quoi ça sert? Et l'intérêt des réseaux 5G pour nous, c'est pas que les réseaux 5G qui existent déjà. Les réseaux 5G privés, c'est déjà réalité, c'est déjà d'actualité. Les réseaux 5G publics, c'est déjà d'actualité. On peut aller au magasin aujourd'hui, acheter un portable et sortir avec un 5G un portable déjà, c'est un 5G. Mais la hybridation de ces deux réseaux, ça c'est pas innovant. Ça c'est innovant, c'est pas encore l'actualité. Et nous, on est en train de tester ça et de développer des cas d'usage pour montrer des avantages de cette nouvelle technologie. La deuxième question, c'est vraiment la question de l'intégration du robot dans le quotidien, exactement comme on a parlé avant pour la question du lien social, et travailler avec des étudiants, mais aussi avec des professeurs. Parce que parfois, on peut voir même des professeurs à distance. Ça veut dire et dans les cas d'usage qu'on commence à développer, l'effet de s'approprier de la technologie, on commence à développer des nouvelles cas d'usage. Il y a toujours des personnes qui viennent ici et qui parfois, la situation d'empêchement, c'est pas tout à fait un handicap, c'est pas une question des distances, mais aussi une question des limitations des personnes, des temps. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent autour de nous pour se mettre en situation d'empêchement. Et c'est là qu'on commence à travailler sur les projets. Cet projet, il est financé par l'Europe. Un grand partie du projet, il est financé par l'Europe dans un cadre d'un projet européen, un CET. Nous, on travaille avec ces trois axes, 5G, pédagogie et la robotique, en intégrant aussi la notion de réalité augmentée et réalité virtuelle, pour augmenter ça, pour créer cette réalité augmentée autour du robot. C'est des nouvelles technologies qui rentrent, qui viennent en classe et qui sortent de la classe et rentrent dans notre monde. Pour faire la maintenance des bâtiments, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, pour faire des informations, pour partager l'information. Nous, on a déjà des professeurs qui sont à l'étranger, qui veulent faire des TD avec des étudiants, les travails dirigés. C'est comment ils peuvent être autour de la classe. Et c'est pas un PowerPoint qui va défiler, mais c'est quelque chose qu'il doit interagir. Il y a des équipements qu'on va tester et tout ça, ça fait partie de notre projet. Et ça, c'est important pour adresser cette question des distances, des distance learning. À chaque fois qu'on pose la question d'apprentissage, on prend toujours la question de projet à l'école, à la classe et tout ça. Mais l'apprentissage aujourd'hui, il a changé des dimensions. Elle devient de notre quotidien. On doit s'approprier toujours des choses, des nouvelles choses qui arrivent. On peut parler là aujourd'hui de l'IA qui est en présence et nous, on essaie d'apprendre à utiliser tout ça. Ça veut dire que l'apprentissage, elle fait partie de notre quotidien et on doit aussi tester ça.
Et un exemple de cette question des distances, c'est aujourd'hui, on fait une conférence physique, hybride, physique et numérique, avec des personnes qui sont présentes, par exemple, qui sont à distance, et qui là, on est en train d'échanger autour d'une thématique spécifique. Ça, pour nous, c'est très important. Bien sûr que la situation des personnes en empêchement, c'est important. Après, je laisse la parole à les équipes ici qu'on va discuter avec nous, avec Christophe, avec Jérémy, qui va parler un peu de ce sujet aussi, pour donner la dimension de ce projet. Il y a des projets qui sont déjà en route et qui, nous, on travaille pour faire à l'université s'approprier, les écoles, voilà, on essaie d'être les catalyseurs de cette question. Les membres de projet, on a 3 membres de projet. On a Orange, qui Orange est là, on va dire comme ça. Voilà, c'est un des grands partenaires, un partenaire technique qui travaille avec nous. Et c'est important de le dire parce que comme Orange, c'est un groupe qui est très, très grand. Ici, on travaille avec Orange Innovation. C'est vraiment dans la notion d'innovation d'un projet. C'est très important. Après, on a une entreprise française qui s'appelle Airwabot. Je peux dire que c'est le leader mondial dans cette thématique. Qui couvre ce sujet, qui est en train de déployer cette technologie. C'est pas que l'innovation. On va innover sur des choses qui existent déjà. Il y a déjà une base installée des robots avec qui il y a des projets divers et variés, des cas d'usage qu'on va mentionner. Et ça, c'est très, très important. Et nous, on a Imred, qui représente aussi l'Université Côte d'Azur, c'est un composant de l'Université Côte d'Azur et qui travaille exactement sur cette notion de développement durable et comment on peut utiliser la technologie pour s'y approprier dans notre quotidien et s'approprier de cette technologie pour développer des nouvelles solutions, des cas d'usage et répondre à des besoins différents. Aujourd'hui, pour ce projet, on essaie de regarder la question des étudiants et des professeurs, mais comme nous, on a un réseau, un écosystème qui passe autour d'Imred tout le temps, il y a des entreprises qui viennent, il y a des partenaires qui viennent. On va faire un événement ici pour l'UNOC, les Nations Unies, qui vient la semaine prochaine. Il y a déjà des personnes, des spécialistes qui ne vont pas être présents pour une question A ou B et qui nous demandent déjà d'utiliser des robots. Ça veut dire que c'est même pas encore un cas d'usage pour nous, mais nous, on a déjà l'effet d'avoir les robots. Il y a déjà des tests. Et aujourd'hui, on était avec un chercheur en Allemagne en train de parler avec des personnes en situation, avec des troubles pour utiliser la technologie. Et l'effet de s'approprier de cette technologie, ça nous a permis de aussi avancer avec cette question de recherche. Voilà. C'est l'effet d'avoir la technologie disponible, ça nous permet d'avancer et on va discuter ça après. Okay. Et notre vision, c'est vraiment cette question d'isolation, les liens sociaux. J'aime bien, on parle beaucoup d'isolation sociale, mais j'aime bien la question du lien social. L'être humain, il a besoin de ce lien. Et la technologie nous permet d'avoir ce lien. C'est pas qu'on va substituer les contacts humains, c'est pas ça. Mais parfois, la unique solution qu'on a, c'est à travers la technologie. Et c'est par là qu'on doit travailler. C'est démocratiser cette solution. Le ministère en France, il a déjà fait ce travail. La France, elle a déjà travaillé sur cette thématique. On a cette technologie disponible. On veut populariser ça, on va dire démocratiser ça. Les rêves qu'on a ici, si on peut dire, c'est vraiment déployer la technologie à l'échelle du département, à notre échelle ici initialement, mais vraiment que tout le monde utilise, partout. C'est pas qu'un projet qui va travailler avec les étudiants, l'école. On va pas fermer ça à l'école. On va laisser ouverte à les entreprises, à des solutions, à des projets. C'est quand même une région qui a beaucoup de tourisme. Il y a plein de choses qu'on peut développer autour de cette technologie. Et les 5G, pour nous, c'est important parce que si je ne me trompe pas, ça, c'est les premiers réseaux 5G standalone presque en Europe, qu'on va dire ça, pour ne pas dire que c'est l'unique déployé publiquement, à côté d'Orange qui a déjà son réseau, mais qui, nous, on va mettre à disposition aussi de l'écosystème local pour faire émerger ce projet. On travaille ici avec la métropole Nice-Côte d'Azur côte à côte, exactement pour développer la technologie, tester des cas d'usage. On a déjà des cas d'usage qui sont en train d'être testés ici au niveau des transports. On a les choses qu'on teste ici au niveau de l'université. Voilà, c'est mettre en place cette infra exactement pour faciliter l'utilisation et l'émergence des technologies à partir de 5G. C'est un des cas qu'on va travailler. Bon, comme on a dit, on travaille toujours autour des personnes. On est vraiment human-centric ici, c'est-à-dire que l'être humain, il a les corps de situation. On va pas, c'est pas la technologie, c'est l'être humain et on utilise la technologie. C'est vraiment adopter la technologie à l'échelle. C'est vraiment ça, c'est très important pour nous. Et développer l'expertise localement et nationalement. Voilà, ça, c'est un peu notre sujet.
Bon, je termine ici ma intervention et je passe la parole à Orange qui va parler un peu sur les projets. Pardon, ici c'est Jérémy, pardon, qui prend la parole. Merci beaucoup. Merci Paolo. Bonjour à tous, donc je suis Jérémy Kessler, je suis le président d'Awabot. Awabot, on est une société spécialisée donc en robotique de téléprésence. Vous en avez un là qui est le sujet principal. Je suis accompagné aujourd'hui de Christophe Caron, qui est le directeur du programme TEDI au sein de la direction numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. On forme une belle équipe sur le projet TEDI dont il va vous parler avant que je vous parle un peu des aspects globaux de la téléprésence. Donc Christophe, si tu veux me rejoindre, on va utiliser la mobilité, hein? Oui. Alors. Voilà. C'est parfait. Parfait. Là. Très bien. Super. Quelle dextérité. Hop. J'ai mon permis TEDI maintenant. Bravo, bravo. Je vais pousser ton petit frère qui est devant toi. Hop. Et je te laisse commencer. Tu dois pouvoir voir les slides là-bas. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour à tous. Je vais vous donner le point de vue du ministère de l'Éducation nationale sur le programme TEDI, puisque pour nous, au-delà de l'innovation technologique, il s'agit vraiment de proposer un service public gratuit pour les familles, tout en mettant en avant et en valeur un vrai projet d'inclusion et un programme humain. Voilà, c'est ce que je vais essayer de développer avec vous. Mais ce que j'aimerais d'abord, c'est vous proposer de faire un petit historique de notre collaboration avec la société Awabot. Au départ, quand on a mis en place ce programme TEDI, on a mis en place un premier marché. Voilà, c'était une découverte pour nous. Et donc, on a lancé à partir de 2020, mais véritablement à partir de 2021, le programme avec une ambition très forte. C'était celle de permettre à tout élève empêché de poursuivre sa scolarité, de garder, comme on l'a entendu tout à l'heure, hein, et avec raison, de garder un véritable lien social, un lien scolaire avec à la fois les enseignants, avec la classe et les camarades, et surtout apporter un vrai message très fort aux familles en leur disant que pendant la maladie, leur enfant était toujours un élève et que l'école était encore là pour eux. Voilà, le ministère ne laisse pas les parents seuls face à la maladie, on accompagne et on permet à l'élève aussi de sortir de la maladie en pouvant notamment revoir ses camarades, ses enseignants et de participer encore à la poursuite de sa scolarité. Donc comment on a fait avec ce premier marché de 4 ans? On a choisi, c'était une découverte pour nous, on a choisi de développer une flotte de 4000 robots de téléprésence en choisissant 3 solutions techniques différentes. Et puis ce qu'on a voulu faire également, c'était une dotation directe vis-à-vis des académies. Donc c'est-à-dire que dans toutes les académies de France métropolitaine et dans les DROMCOM, on a livré et déployé les systèmes robotisés téléprésence. C'était une première mondiale, un tel nombre de systèmes robotisés téléprésence. Je vous en parlerai tout à l'heure. On a appris aussi de ce premier marché. Il y avait forcément des difficultés qui sont apparues, notamment en termes de stockage, puisque dans les locaux du ministère, en académie, on n'avait pas prévu de lieu de stockage. Des problèmes également de logistique, comment amener un système robotisé d'un endroit à l'autre quand on ne bénéficie pas d'une flotte de véhicules en académie. Voir comment aussi on pouvait gérer la connectivité, qui est un élément primordial à la réussite du programme TEDI. Est-ce qu'on peut passer par les bornes Wi-Fi des collectivités territoriales? Quels problèmes ça peut poser? Et quelles solutions on a pu apporter via, par exemple, une flotte de clés
4G en data. Tout ce programme-là, ce marché-là, répondait également à une circulaire, celle du 3 août 2020, qui met en place ce qu'on appelle l'APAD et qui fait travailler ensemble du personnel médico-pédagogique avec des équipes numériques sur le terrain. Voilà. Donc, TEDI est devenu un dispositif parmi d'autres de l'APAD. Ça peut être aussi un enseignant sur place, etc. Donc, ça vient conforter une offre existante, ça ne vient pas la remplacer. Et donc, au terme de ces 4 ans de premier marché, on a essayé d'avoir un retour d'expérience et de voir quels étaient les points positifs et les points peut-être à améliorer. Et donc, on a mis en place un deuxième marché qui est en cours actuellement depuis septembre 2024. Et là, on a choisi de faire les choses différemment pour répondre justement aux attentes réelles du terrain. Et donc, on a choisi de travailler avec une seule solution. On a choisi, avec le retour d'expérience, la solution de la société Awabot, les BIM. Donc, on a travaillé avec un seul titulaire. Et donc, on est parti de la flotte de 4000 systèmes robotisés de téléprésence à une flotte plus réduite d'environ 1600 BIM. Et qu'est-ce qu'on a changé pour répondre et pour être plus efficient sur le terrain? C'est qu'on est parti d'une dotation en académie, on a tout récupéré. Et on s'est dit maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une offre à la demande. Et de partir d'une offre à la demande pour un ministère, c'est vraiment une nouveauté et quelque part une première. C'est-à-dire que les établissements sur le terrain passaient les commandes au fil de l'eau, selon les plateformes. Donc il a fallu qu'on travaille également avec la société Awabot, notre prestataire, pour proposer un écosystème qui permette de répondre très rapidement à ces demandes. Et donc, on a eu la chance de pouvoir travailler ensemble et de travailler main dans la main pour proposer une plateforme qui permette justement ce lien direct entre le terrain et la société Awabot et qui permette également d'aller vite, c'est-à-dire qu'en 5 jours maximum, 5 à 10 jours, mais souvent c'est 5 jours, de la demande, on aboutit à la livraison d'un TEDI devant l'élève, voilà, devant la classe. Je vous ai pas expliqué ce que c'était TEDI en fait. TEDI, ça permet à un élève qui est chez lui, à l'hôpital ou en centre de soins, de disposer d'un ordinateur, comme je le fais actuellement, qui pilote un robot, un BIM, un TEDI, dans la classe, qui est dans la classe. Voilà. Donc l'élève, il est chez lui, mais il est téléprésent en classe. Voilà. C'est pas simplement une simple visio. On est vraiment sur un rapport enrichi à la classe. C'est-à-dire, l'élève est présent, il peut bouger, il peut déambuler dans les couloirs, aller passer un moment de détente dans la cour de récréation où il peut tout à fait travailler dans un groupe dans sa classe et interagir avec l'enseignant. Donc, grâce à cette offre de service à la demande, on est passé donc d'une situation un peu problématique, un problème de stockage, logistique, peut-être service également de maintien en conditions opérationnelles, collectivité, à quelque chose qui est entièrement géré par notre prestataire, notre titulaire du marché, Awabot, et qui a gommé totalement toutes ces difficultés. On n'a plus du tout de problème de stockage, puisque le robot est livré, il repart quand il n'est plus nécessaire. Il n'y a plus de logistique pour l'amener à un endroit. Ils sont livrés en conditions opérationnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de problème technique, et avec une belle nouveauté pour nous, c'est-à-dire une clé 4G qui est multi-opérateur et qui permet de choisir le meilleur opérateur au meilleur endroit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment idéal pour nous. C'est vraiment, on a gommé toutes les difficultés du programme et on a maintenant des retours très très élogieux de ce qu'on propose sur le terrain. Et donc, pour finir sur cette partie-là, depuis septembre 2024, on a plus de 1600 élèves qui ont bénéficié d'un TEDI pour pouvoir poursuivre leur scolarité pendant la maladie.
Ensuite, on a donc, vous avez cette carte avec le nombre des TEDI. Ce qu'il a fallu que l'on fasse également, ce qui est très important pour nous, c'est de faire travailler ensemble des acteurs qui ne se connaissaient pas. C'est-à-dire que dans le monde de l'éducation nationale, il n'y a pas que des agents qui s'occupent du numérique ou des enseignants. Il y a des directions, il y a des référents numériques, des enseignants, des personnels médico-pédagogiques et les familles. Et donc, on a créé, grâce à ce programme TEDI, une chaîne de solidarité entre tous les acteurs qui travaillent ensemble au fait que les élèves ne sont plus seuls face à la maladie. Et ça a été pour nous, ministère, l'occasion aussi d'apprendre à mieux faire circuler une information, cette offre-là, de structurer un pilotage territorial et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est de créer une culture commune autour de l'inclusion. C'est-à-dire quand un TEDI entre dans un établissement, il met en valeur l'inclusion et il met en valeur tout le travail, toute la chaîne humaine qui permet à un élève d'être avec ses camarades. Donc ça, pour nous, c'est très, très important. Et donc, plus qu'un programme robotique, on est sur une action profondément humaine. Donc, j'ai dit, avec tous les écueils qui sont apparus dans le premier marché, mais qui ont été résolus et construites par les acteurs et pour les acteurs sur le terrain. Et ça aussi, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que ce deuxième marché avec Awabot, il est soutenu, il a été quasiment coécrit par les acteurs de terrain. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Et puis aussi, qu'il a fallu accompagner par des webinaires de formation, par un accompagnement au plus près grâce à une plateforme d'écoute et de résolution de problèmes proposée par Awabot. Voilà. Et donc, on a des résultats très, très positifs. On a commandé une étude, ce qui est l'étude Téléscole, pilotée par des laboratoires de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il y a 3 chiffres que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est que 83% des élèves disent mieux supporter la maladie grâce au programme TEDI. C'est énorme. Deuxième chiffre, on a 100% des bénéficiaires qui jugent l'utilisation d'un TEDI motivant. C'est-à-dire que ça les motive pour continuer leur scolarité. C'est vraiment quelque chose qui dépasse simplement la simple participation à une visio. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans la classe grâce justement à la mobilité du robot. Et puis, 91% des familles valident l'utilité pédagogique du TEDI. C'est-à-dire grâce à ce robot, on a vraiment une plus-value pédagogique. C'est-à-dire l'élève ne subit pas la classe, mais il participe. Il est vraiment dans une action de participation. Mais au-delà des chiffres, il y a 2 témoignages que j'aimerais partager avec vous. On a un élève de collège qui souffrait d'un cancer, qui a voulu témoigner, qui nous a dit, grâce à TEDI, j'étais toujours là, même quand je n'étais pas là. C'est-à-dire que, voilà, c'est une façon aussi de dépasser un petit peu les moments difficiles et d'être présent avec les autres et de se sentir entouré. Et puis un professeur de lycée qui nous a dit, le robot a changé la classe. Il nous a obligés à repenser notre travail, notre manière de travailler ensemble. C'est-à-dire que, en termes de plus-value pédagogique, le robot n'est pas une gêne pour les enseignants, même s'il y a eu parfois des réticences pour certains enseignants au départ qui s'imaginaient qu'est-ce que je vais faire avec un robot. Ça leur permet aussi de réimaginer l'espace de la classe. Et donc, en conclusion, parce que je ne voudrais pas dépasser mon temps, c'est un service public gratuit, humain, adapté, réactif, inclusif. C'est tout ça, TEDI. Et pour nous, c'est vraiment la solution la plus pertinente pour accompagner l'inclusion et pour répondre à une situation de fragilité. Voilà. On a des élèves qui sont fragiles, des familles qui sont fragiles et qui attendent un geste, un soutien. Et grâce à ce programme TEDI, le ministère leur apporte ce soutien-là, tout en étant aussi un levier d'innovation pédagogique. Donc c'est pour moi la meilleure preuve que la technologie, elle ne remplace pas le lien, mais elle le soutient. Donc on est vraiment sur une action de soutien. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour ton témoignage. Avec ces chiffres dignes d'une élection de Corée du Nord, c'est formidable de voir
Non, mais c'est quelque chose qui est très important quand vous déployez des nouvelles technologies, d'avoir des gens indépendants qui vont faire tu peux couper ton micro. Qui vont faire une étude basée sur votre travail, et avec des résultats comme ceci, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à continuer. Donc rapidement, vous avez je pense, compris comment fonctionnait le dispositif. Comme Christophe l'a dit, n'importe quel élève de la maternelle jusqu'au supérieur en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer, a le droit à ce dispositif gratuitement, en faisant une demande. C'est un vrai service, et comme l'a dit Christophe, c'est une nouvelle manière de travailler, puisque nous sommes en fait délégataires de ce service. Nous fournissons le service pour le ministère de l'Éducation nationale, et dans les meilleures conditions possibles, pour éviter les écueils qui ont été énoncés par Christophe. En premier lieu, la connectivité qui nous rassemble aujourd'hui ici. Pour des questions d'égalité, on fournit la connectivité, mais on fournit aussi, le ministère fournit aussi un ordinateur, parce qu'on n'est pas tous égaux sur l'équipement informatique. Donc là, il était décidé de fournir la totalité de la chaîne qui permet d'assister à un cours à distance, sur la connectivité, l'ordinateur, le robot, la livraison. Donc c'est vraiment un service. Nous, on l'a appelé Premium en interne. C'est pas un nom officiel du ministère. On l'a appelé TD Premium, ce marché 2, parce qu'on se veut être vraiment dans un service sans frein. On sait, ça fait depuis plus de 10 ans, même un peu plus, qu'on travaille sur ces problématiques-là, des enfants qui sont déscolarisés pour les problématiques de maladie ou de handicap. Il n'y a rien de plus insupportable de ne pas avoir de solution. Surtout quand vous en êtes au stade de la demande, vous savez qu'il y a un besoin, vous connaissez parfois les conditions dans lesquelles la demande s'est faite, et c'est pas pour un problème de 4G que vous avez envie d'arrêter l'expérience. Donc c'est vraiment ça qui a motivé le ministère et tous les acteurs à repenser cette offre et à fournir la connectivité. Et c'est une première brique, et ça a vraiment, je pense que il y a la logistique aussi qui est très importante, parce que mine de rien, ça prend un peu d'espace, et à déplacer, c'est pas si simple que ça. Mais la connectivité, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de robot. Pour la logistique, on peut toujours se débrouiller. Si on n'a pas de connexion, on peut rien faire. Voilà. Donc, c'est une bonne introduction pour notre discussion sur la 5G. Rapidement, sur la différence qu'il peut y avoir entre la visioconférence et la téléprésence, parce que ça va être une des premières questions qu'on va nous poser. Nous mais écoutez, on a plein de solutions de visioconférence qui fonctionnent très bien, qui sont de partout. Pourquoi aller s'embêter avec une solution physique alors qu'on est tous équipés? C'est vrai, la visioconférence fait beaucoup de choses formidables et extrêmement qualitatives pour plein de points. Là, on est en train de l'utiliser pour streamer, c'est super. Maintenant, pour l'incarnation d'une personne à distance, là, le robot de téléprésence prend tout son sens. Surtout quand vous êtes dans un établissement scolaire, où à partir du collège, il y a de la mobilité, vous changez de classe, vous changez de professeur. Il n'est pas pensable d'équiper toutes les classes d'un système de visioconférence. Et de la même façon, si on prenait un petit système de visioconférence mobile qu'on trimballait de classe en salle de classe, ça serait quelque chose de très de pas terrible. Et surtout, on perdrait l'incarnation de l'élève qu'on a ici. C'est-à-dire que Christophe, vous voyez, merci de faire le modèle, il est présent physiquement, il a pris la place qu'il aurait dû avoir en étant ici en physique. Et voilà, c'est son incarnation. C'est une incarnation qui est extrêmement simple. Hein, on est à la limite de la robotique. On parle de robotique parce qu'il faut le mettre dans une case, mais on est sur de la visioconférence mobile téléopérée. Le robot ne fait rien tout seul. On n'est pas là pour remplacer quelqu'un. C'est un outil de transport avant d'être un robot. C'est ce qui permet de se téléporter jusqu'au point final et de donner un minimum de mobilité sur un plan. Voilà. Alors on demande pourquoi le robot n'a pas de
n'a pas de bras, pourquoi le robot... Ça marche, c'est simple, c'est efficace, et c'est le but aujourd'hui. On n'en est pas dans l'expérimentation. La robotique et encore souffre beaucoup du problème on va dire du POC, du Proof of Concept, ou du prototype, où c'est très difficile de passer de l'état d'un prototype ou d'un projet de recherche à un produit final. Parce que la robotique, c'est le meilleur du hardware, avec des besoins d'encombrement physique assez importants, des motorisations, de la batterie, parce qu'il faut être en mobilité, et le meilleur du software. Donc vous devez avoir maintenant beaucoup d'intelligence artificielle, vous devez avoir des capacités de compréhension, de calcul, de prise de décision qui sont très fortes. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, sur votre téléphone portable, quand vous lui demandez quelque chose avec le vocal, c'est déjà pas toujours génial. Alors quand vous mixez ça avec toute la chaîne de la robotique, c'est encore plus compliqué. D'où souvent les problématiques de réalité de la robotique. Et nous, on a essayé d'être très pragmatique et de s'arrêter là où ça marchait bien. Bien entendu, c'est pour ça qu'on est là, pour travailler sur des projets de recherche et d'imaginer de façon incrémentale les étapes suivantes, mais de façon incrémentale, parce que c'est aussi la confiance de nos utilisateurs. Quand on voit 1600 élèves qui ont utilisé le robot depuis le début de l'année, c'est 1600 enfants qu'on ne doit pas décevoir parce que ça doit marcher. Donc il est hors de question pour nous de passer sur des choses qui ne seraient pas industrialisables ou qui demanderaient trop de maintenance. Donc, voilà, la différence principale entre la téléprésence et la vidéoconférence, c'est vraiment l'incarnation. C'est une personne dans un robot, c'est pas un groupe de personnes. Mais cette personne, par contre, elle a sa place sur le lieu physique. Donc, c'est extrêmement pertinent dans une collaboration hybride. Si vous avez 10 personnes qui sont pas là, vous mettez pas 10 robots autour d'une table, vous prenez une bonne visio, ça marche très bien. Il manque une personne, surtout dans un lieu ouvert comme ici, etc. Vous pouvez utiliser ce genre de solution. Donc voilà principalement la différence. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, puisque une des spécificités de TEDI, qui est portée et financée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports et des Jeux olympiques voilà, c'est d'avoir ouvert aussi l'utilisation à l'enseignement supérieur. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur travaille avec le ministère de l'Éducation nationale afin de permettre aussi aux étudiants de profiter du programme TEDI. Notre premier client de téléprésence était une université, enfin, c'était de l'enseignement supérieur, c'était l'École centrale de Lyon en 2013, quelque chose comme ça. Donc ça a commencé par là, mine de rien, on a commencé par l'enseignement supérieur parce qu'il y a des besoins, il y a des besoins divers, il y a des besoins comme pour Teddy d'empêchement, mais il y a aussi des besoins dus à l'étendue de certains campus. Parfois, quand vous êtes en situation de handicap, c'est extrêmement compliqué de bouger dans le campus qui peut être énorme. Et donc, on a rapidement implémenté ces robots. On a eu pas mal de choses, beaucoup de remises aussi de diplômes à distance, des élèves qui ont commencé un job à l'étranger, qui sont venus en robot, des profs, des experts, puisque finalement c'est un outil de mutualisation et d'hybridation, donc vous pouvez amener un expert à n'importe quel moment sur site. Et quand vous êtes dans ce lieu est vraiment l'exemple de la nouvelle pédagogie ouverte. Vous avez des lieux qui sont mouvants, le mobilier qui bouge, etc. Donc là, c'est là que le robot prend le plus son sens parce que il est mobile. Le programme TEDI, tel qu'on a pu en parler, et Christophe l'a très bien souligné, c'est une petite partie avec le dispositif. Ça, c'est notre boulot de faire en sorte qu'il fonctionne. Et tout autour, c'est un ensemble de process et de techniques de support qui permettent la réussite du projet. Comme Christophe l'a dit, début du projet, 4000 dispositifs envoyés dans les établissements, qualitatif, pas de problème, le dispositif était là, la formation était prête, mais derrière, il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que ça prenne, parce que c'est avant tout un projet humain. Vous envoyez un robot dans une salle de classe n'importe où en France, le professeur, lui,
n'est pas à l'initiative forcément de la vente, ou les professeurs. Donc on va leur dire, cette classe qui était fermée, quand le professeur ferme la porte, c'est son environnement, c'est lui le chef, et c'est lui surtout qui va maintenir sa classe. On lui dit, ben, on va faire venir quelqu'un d'autre, et cette personne, elle a une petite fenêtre vers l'extérieur. Et ça, tout de suite, ça peut être perturbant de savoir qu'on va commencer à ouvrir sa classe vers l'extérieur. Autant quand on est à l'université, on est habitué à streamer, à diffuser largement. Quand vous êtes dans une petite classe d'une quinzaine d'élèves de maternelle et qu'on vous dit que ça y est, vous êtes en ligne, bah il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent. Et là, on a plutôt été bien surpris sur le fait que l'acceptation est plutôt bonne. Il y a des refus, il y a toujours des refus, c'est comme ça. Et on n'ira jamais contre. Enfin, c'est un peu le choix, c'est dommage, mais ça arrive. Mais les profs, effectivement, au début, peuvent dire « Oh là là, un robot, qu'est-ce que c'est ?» Dès qu'ils ont compris, qu'on était sur quelque chose de complètement simple, une visio, et surtout quand ils ont vu la tête ou qu'ils connaissent la situation de l'élève de l'autre côté, rapidement, les choses s'améliorent et ça commence. On a parlé de la 4G, qui va devenir 5, voire 5 hybrides. C'est là où on va apporter vraiment des nouvelles choses. La logistique, c'était un énorme challenge pour nous parce que on a du mal à se rendre compte ce que ça peut prendre comme place. 1600 boîtes comme ça. On a dû monter un entrepôt. On a dû embaucher des gens qui gèrent la logistique pour traiter des flux qui sont beaucoup plus importants. Et ça, c'était un vrai challenge puisque nous, à la base, on fait du logiciel. On est des gens, on était dans un petit bureau en centre-ville de Lyon, on faisait du logiciel, puis on s'est mis au matériel. Donc là, on a commencé à devoir assembler des robots, les concevoir, etc. Et maintenant, on fait de la logistique. Mais à aucun moment, on a été formé en logistique. On a appris sur le tas et surtout, on a été extrêmement pragmatique. Voilà ce qu'il faut délivrer, voilà ce qui manque. On va apprendre et on va le faire. Et aujourd'hui, il semble que c'est un service qui fonctionne. C'est un service qui est unique au monde, mais de très, 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 très loin. Une flotte de quasiment 2000 robots. Je pense que la deuxième plus grosse flotte, elle doit être aux États-Unis, c'est 100 robots. Donc on n'a rien à voir. On est dans un autre monde. On est dans un monde qui est organisé. Aux États-Unis, c'est 100 fois un robot. C'est chaque enfant a son robot. Il n'y a pas de plateforme, il n'y a rien. Là, on est passé sur un service, un vrai service, et avec tous les bénéfices qu'il y a derrière. En ce qui concerne les bénéfices d'utilisation, bon ça, on en a déjà parlé avant, c'est avant tout un lien social. Les mauvais élèves restent mauvais élèves en robot. Malheureusement, ce n'est pas la recette magique. Les bons élèves, eux, restent bons élèves. C'est vraiment un moyen de transport. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de choses qui vont être déformées. C'est une fenêtre, une fois plus, sur la classe. Donc, on n'a pas eu de grosses surprises là-dessus. Heureusement, j'ai envie de dire, on peut apprendre en robot de téléprésence. Et ça a été validé par plusieurs études. Christophe a parlé de Téléscole, mais il y a eu aussi l'Institut français d'éducation qui avait fait une première étude avec des chiffres aussi extrêmement valorisants sur les programmes en disant oui, c'est bon, vous pouvez continuer. On ne fait pas n'importe quoi en mettant un robot de téléprésence à disposition d'un élève. Ça aurait pu être le cas. Hein. On aurait pu dire, bon, il y a une société qui se met d'accord avec... à l'époque, c'était avec des communes ou des régions. Ils ont décidé, avec un service de l'innovation, de mettre des robots pour l'éducation. Et ça aurait pu avoir un effet pas bénéfique du tout si finalement, non seulement on perturbait le reste de la classe, hein, parce que vous pourriez sacrifier le reste de la classe pour le bénéfice d'un élève, et encore pire que cet élève-là ne puisse pas apprendre correctement. Donc ça, c'est validé, et là, on est satisfait de ça. Les chiffres, on en a déjà parlé. Et je vais faire une petite aparté sur les autres choses, en prenant le prisme justement de l'élève qui est, oui, un élève avec sa vie scolaire, mais pas que. Malheureusement, quand il est empêché dans tout le reste de ses actions, dans tout le reste de sa vie. Et donc, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on s'efforce de faire chez Awabot, c'est permettre à ces élèves de vivre aussi autre chose.
dans leur vie en les connectant sur beaucoup d'événements sportifs, entre autres. Donc, il y a beaucoup de clubs de foot qui sont équipés. L'équipe de France est équipée. On a fait un peu de NBA pour permettre aux enfants de se sentir uniques et de vivre un moment génial et d'un peu de s'échapper de leur quotidien. Et l'autre chose aussi qui est très, très importante, c'est la culture qui, régulièrement d'ailleurs, s'invite avec l'éducation, puisque certains profs qui partent en sortie scolaire dans des musées ou d'autres lieux prennent le robot sous le bras et emmènent leurs camarades avec eux hors de l'école. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus sympa en illustration, en disant l'inclusion, elle est générale. C'est là aussi la limite de la visioconférence. Et c'est là où l'élève, il prend toute sa place et ça devient important pour la classe que l'élève soit présent. Ce qui peut vraiment le montrer, c'est le rôle de l'élève référent. Un élève référent, c'est... alors, je l'ai dit, le robot, il n'a pas de bras. Vous avez une porte, ça fait partie des sujets qu'on va traiter ici. Vous avez une porte, le robot, il la passe pas. Vous avez un escalier, au mieux, il le passe pas. Au pire, il tombe. Donc, il y a besoin de quelqu'un. Clairement, un robot ne peut pas vivre tout seul, ne peut pas se déplacer à 100% tout seul, donc il y a un rôle d'élève référent. Ce rôle d'élève référent, il est ultra important puisque permet à l'élève juste de faire sa vie en robot. Et on s'est vite rendu compte du prestige de ce rôle pour les élèves de la classe qui se battaient pour être l'élève référent parce que c'était tellement valorisant pour eux de dire je vais aider mon camarade et ça va bien se passer. Et l'autre chose dont on a eu, enfin, on pouvait se méfier, mais on n'est pas des spécialistes de l'éducation à la base, donc c'est peut-être faux. C'était, la violence, en disant, on va se retrouver avec un robot sur 2 qui va être cassé. On n'a pas eu de cas. Et aussi les moqueries ou même un peu de harcèlement. Et c'est pareil, il y a vraiment une bienveillance. Et cette bienveillance, elle est là parce qu'il y a une incarnation. C'est très important. S'il était simplement en visio, ça ne marcherait pas. On le verrait au fond, on l'oublierait. Donc voilà, c'est très très important. Excusez-moi. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la partie scolaire. Je voulais vraiment remercier Christophe qui était avec nous parce que en plus d'être le directeur du projet, c'est un très bon ambassadeur et communicant sur ça. Mais je pense qu'on est tous animés de la même chose parce que c'est une bataille de tous les jours ce projet. Quand vous êtes dans cet environnement-là, il faut tout le temps se remettre en question, tout le temps prouver, même si les chiffres, vous parlez de 1600 enfants qui bénéficient de ça, il faut tout le temps prouver. Donc la parole, c'est le meilleur moyen de prouver, le témoignage, c'est le meilleur moyen de prouver. Et je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on en reçoit, j'en ai encore vu deux peut-être passer ce matin sur Metz, ça fait vraiment très très chaud au cœur parce que vous dites que chacun des points sur la carte qu'on a, c'est vraiment un cas particulier. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain, qui va plus vous parler technique. Hein, moi. Merci, Sylvain. Je vais prendre... Christophe, tu viens avec nous? Hop, je vais bouger les robots. Merci, Jérémy. Merci, Christophe. Et avant tout, merci beaucoup à l'IMRED de nous accueillir cet après-midi ici, parce que les bâtiments sont vraiment superbes. Donc, dommage pour ceux qui sont à distance. Les bâtiments, petit clin d'œil, qui sont... je vais le déconnecter. Ah, voilà. Merci beaucoup. Bâtiments qui sont un beau bâtiment de verre et de béton, donc c'est juste l'horreur pour les opérateurs télécoms, mais c'est aussi, vous allez voir, un super challenge pour nous. Et ça nous a fait poser plein de questions en commun qu'on va un petit peu vous expliquer. Alors bon, 2 mots sur moi. Je me suis rapidement présenté. Donc Sylvain Leroux, moi je travaille à Orange Innovation. Orange Innovation, c'est une entité d'un peu plus de 2000 personnes réparties sur l'ensemble du territoire et à travers différents pays du monde. Et j'ai aussi la chance d'assurer la coordination avec Paolo et Jérémy du projet autour de la Commission européenne qu'on souhaitait vraiment remercier aujourd'hui pour le soutien, puisque c'est un projet qui est accompagné et soutenu financièrement par l'Europe pendant 3 ans
et qui nous permet de tester les cas d'usage qu'on a commencé à évoquer et qu'on va continuer aussi à évoquer avec vous par la suite. Bon, ça, je vais vous le passer rapidement parce que l'idée, c'est pas de faire une page de pub, mais comme on sait que cette vidéo, elle va être aussi retransmise dans les autres pays d'Europe parce que je l'ai évoqué avant, c'est un projet qui est soutenu par l'Europe. L'idée, c'est de bien évidemment tester un maximum de choses ici avec l'Université Côte d'Azur, l'IMRED, et les étudiants empêchés. Mais la vision qu'on a déposée donc avec Jérémy et Paolo quand on a souhaité faire ce projet en commun, c'était de voir comment on pouvait passer à l'échelle et quelle était la réplicabilité autour du projet. Et nous, ce projet, hein, il nous a tout de suite vraiment intéressé chez Orange, hein, parce qu'il y avait ce lien social dont on a beaucoup parlé depuis le début. Et ce lien social, ça fait vraiment partie de notre ADN. Il y avait une vraie dimension innovation, puisque on a parlé du projet Teddy, qui est un superbe projet, qui est déjà très largement déployé. Là, Jérémy vient de vous le présenter avec des vrais challenges en termes de technique, de hardware, de logistique, et ça marche déjà extrêmement bien. L'idée, c'était d'aller ensemble un cran plus loin pour se dire comment on peut, avec l'Université Côte d'Azur, l'IMRED, comment on pouvait travailler cette université du futur, ces nouveaux usages, et comment on pouvait essayer d'accéder encore plus aux ressources qui sont déjà présentes à l'université ici. Alors, je l'ai dit, hein, donc Orange Innovation, on travaille sur 2 dimensions et c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est un petit peu la mission qu'on partage souvent, c'est préparer le futur, mais c'est aussi permettre d'accompagner le présent. Le présent, on l'a là avec Teddy, et préparer le futur, voilà, on est vraiment sur les dimensions qu'on a présentées précédemment. Dernier slide sur Orange, et je rentre vraiment dans le concret du projet. Je vous ai parlé qu'on avait une présence internationale, on a aussi une très forte présence au niveau local. Et dans ce projet, c'est vraiment notre mode de fonctionnement. On n'est pas en train d'imaginer la 5G d'aujourd'hui et de demain pour les gens dans nos bureaux. On le fait vraiment avec. Et on le fait avec au quotidien, avec l'ensemble des équipes de l'IMRED ici. Et on a des discussions qui sont passionnantes parce que ça nous soulève des problématiques qu'on n'avait pas imaginées. On a des problématiques avec l'expérience du programme Teddy qui est déjà en cours et qu'on va pouvoir encore plus enrichir. Et puis, on a ce retour d'expérience vraiment du quotidien avec Paolo qui foisonne l'idée, ça je vous rassure, sur comment on va pouvoir l'intégrer dans la pédagogie au quotidien, comment on va pouvoir l'exporter dans les autres universités, parce que c'est quelque chose qui doit avoir une capillarité assez importante. Et donc, cette capacité à être présent localement et à faire avec, c'était aussi très important pour nous. Alors, sur la partie, on a parlé de la partie donc, de ces problématiques de ces étudiants qui étaient empêchés. On a parlé du robot, de son mode de fonctionnement et de son intégration dans le programme Teddy. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui un peu plus de la partie connectivité qu'on a déjà abordée et de la donnée. Et effectivement, je disais en souriant au début que on avait un énorme challenge ici dans ce beau bâtiment de verre et de béton. C'est que la donnée a beaucoup de mal à passer dans des bâtiments en indoor, donc le signal radio. Et quand on regarde les usages, 90% des usages, alors il n'y a pas d'études spécifiques, mais c'est le chiffre qui circule régulièrement dessus. 90% des usages de la donnée sont faits en indoor, à l'intérieur des bâtiments. Donc nous, en tant qu'opérateur, on a des tours mobiles qui sont sur l'ensemble du territoire, qui sont dans des zones denses, comme ici à Nice. On multiplie les antennes en fonction de la densité de la population. Mais les usages se font pour autant un maximum à l'intérieur des bâtiments. Et ces bâtiments, justement, vont apporter énormément de challenges techniques. Alors, chez nous, chez Orange Innovation, bien évidemment, on a beaucoup d'ingénieurs et de marketeurs, et donc ça nous stimule autour de ça, autour des usages, autour des défis techniques. Juste pour
pour que vous compreniez, il y a 3 grands facteurs qui vont affecter cette qualité du signal de l'extérieur vers l'intérieur, en indoor. Il y a ces beaux bâtiments comme ici, hein, qui sont des bâtiments, on va dire, nouvelle génération, qui sont des bâtiments labellisés, très souvent HQE, donc avec des vitrages qui vont permettre de mieux réguler la température, par exemple. Mais ces vitrages, c'est juste une horreur pour les ondes radio, puisque généralement, vous avez une petite pellicule métallique que vous ne voyez pas à l'intérieur, ce qui fait que ça perturbe vraiment l'arrivée de ces ondes radio vers l'intérieur. Après, il y a la configuration, hein, des bâtiments, et encore, justement, ici, dans les bâtiments de l'IMRED, on l'a bien étudié, et on voit que justement, la structure du bâtiment, des poteaux en béton, des aménagements intérieurs vont aussi très largement freiner la diffusion des ondes radio pour que les gens puissent se connecter et avoir accès à leurs services au quotidien. Et puis, on a parlé de 4G tout à l'heure, et on est là justement pour parler de la 5G. Plus vous allez monter dans les bandes de fréquences, plus le signal va s'affaiblir sur la distance. Voilà, c'est une loi physique. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit repenser, nous, notre maillage d'antenne pour être au plus proche des gens, au plus proche des usages, et accompagner surtout l'explosion des usages et de la demande de la donnée. Alors, là, ce n'est pas vraiment le cas pour la téléprésence, parce que, comme l'a dit Jérémy, c'est un service qui fonctionne déjà bien en 4G, qui fonctionne déjà bien en Wi-Fi. Même si on sait que dans des lieux comme une université, et pour nous, c'est vraiment un super terrain de jeu, parce que l'université, faut que vous en ayez conscience, c'est à la fois un lieu qui accueille énormément de public, donc c'est un lieu public, mais qui a aussi une vie à côté, avec la vie de l'université qui a ses propres besoins. Et on voit que parfois, dans l'utilisation d'un robot qui peut être en 4G ou en Wi-Fi, on peut avoir ce signal qui a certains affaiblissements, soit dans des parties du bâtiment, parce qu'elle est moins bien couverte, soit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se connecter en même temps sur les mêmes ressources Wi-Fi ou 4G, et ce qui va faire que ça va dégrader un petit peu la qualité de service. Donc, quand on s'est posé la question de ce projet collectivement, on y a vu un super challenge pour à la fois améliorer cette qualité de service de robot et s'assurer que ça pourrait fonctionner vraiment dans n'importe quelle condition. Et on s'est aussi posé la question de comment on pouvait aller un cran plus loin pour accompagner l'université du futur, comment on pouvait se connecter à des ressources locales, mais surtout de manière sécurisée sur des données qui sont propres à l'université. Là, vous avez aussi des centres de recherche, vous avez des labos qui ont des données qui sont aussi assez sensibles et qui doivent rester, c'est complètement normal ici. Voilà, on se pose toutes ces problématiques pour que les données qui sont à l'université, qui appartiennent à l'université, puissent rester à l'université, tout en continuant à apporter un service au grand public, aux étudiants qui sont là au quotidien, et de s'assurer que dans 100% du temps, le robot, lui, fonctionnera de manière efficace, sans avoir à pâtir de certaines altérations de la qualité de service dans le temps, dans la journée. Alors, on vous en a parlé, je vais aller rapidement sur ce slide-là, mais on vous en a parlé tout à l'heure. Pourquoi on a souhaité mettre en place ce projet européen autour de la 5G, de la robotique et de l'éducation? C'est que on voyait que avec les systèmes de téléprésence classiques, c'est ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant, il y avait des gros problèmes autour de la mobilité dans des environnements physiques, puisque c'était des choses assez statiques. Je vous l'évoquais juste avant, donc des réseaux Wi-Fi 4G qui peuvent aussi, en fonction du nombre de personnes qui sont connectées en même temps, peuvent avoir parfois des petits problèmes de qualité de service dans des lieux qui sont assez denses. On a cette forte volonté, parce qu'on est quand même sur des publics qui sont critiques. Donc, Awabot a mis déjà de très nombreuses solutions en place pour sécuriser l'ensemble des flux
entre le domicile ou l'hôpital et la classe. Comme là, on voulait ouvrir à des ressources pédagogiques, faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, comme l'a dit Paolo tout à l'heure, on voulait pouvoir accompagner ces usages-là tout en sécurisant les données et les ressources auxquelles on se connectait en même temps. Et puis, on voulait aussi pouvoir, au-delà des robots, pouvoir s'adapter à différents types de profils de personnes qui pourraient utiliser cette connectivité. Et puis, on a voulu rêver assez fort, mais de manière aussi pragmatique, hein, avec l'ensemble des membres du projet, c'est que ce robot qui doit se balader dans les locaux de l'université, on veut qu'il puisse un maximum interagir avec l'ensemble des IoT du bâtiment. Alors, les IoT du bâtiment, ça va de connecter la lumière quand on rentre dans une pièce et qu'on est en autonomie avec un robot. C'est pouvoir ouvrir une porte, comme le disait Paolo tout à l'heure, et ça, c'est un vrai challenge parce qu'on a des portes qui sont pour certaines assez lourdes, des portes coupe-feu. Donc, comment réfléchir à une interaction qui soit à la fois simple pour l'utilisateur, mais aussi sécurisée pour le bâtiment, parce que, encore une fois, c'est des portes coupe-feu, donc on ne fait pas n'importe quoi avec. Comment on peut aller dans des endroits qui sont peut-être parfois plus sécurisés. Il y a un labo avec des accès sécurisés ici, donc on a des vrais challenges qui sont vraiment passionnants pour nous à traiter ici. Et on a aussi ce doux rêve qui va être pas simple, mais on va y arriver, de pouvoir faire prendre l'ascenseur à ces robots. Et donc, c'est aussi prendre la main sur les ascenseurs du bâtiment. Et comme ça, on s'assurera vraiment une navigation des élèves, parce que je dis des robots, mais des robots des élèves avant tout, vraiment dans l'ensemble des parties de l'université et sur l'ensemble des étages. Donc, c'est pour ça qu'on parle de navigation verticale et horizontale. Alors, j'ai vraiment pas voulu rentrer trop dans la technique côté 5G, sauf si ça intéresse vraiment des personnes. Je vous ai laissé un schéma technique, comme ça fera plaisir à tout le monde. J'y passerai pas beaucoup de temps, je vous rassure. Mais juste pour vous faire comprendre de manière très simple les différentes formes de 5G, et notamment de 5G privé qui nous intéressent ici. C'est ce que je vous ai représenté avec les 3 schémas qu'on utilise assez régulièrement, et je trouve que c'est assez efficace. Sur la partie de gauche, avec le flux, l'ensemble du flux bleu, c'est ce qu'on appelle un réseau mobile privé classique, autonome complètement. Donc, c'est ce que vous voyez généralement d'utiliser dans le milieu industriel, par exemple, quand on a besoin de se connecter de manière ultra sécurisée à des ressources, avoir une garantie vraiment de la bande passante. Mais voilà, ça veut dire quelque chose de complètement étanche avec l'extérieur, et ça veut dire aussi le plus souvent utiliser des cartes SIM dédiées. C'est un détail, mais je vous le réexpliquerai après, ça a aussi son importance. Vous avez une deuxième solution qu'on appelle les MPN virtuels, donc les réseaux privés mobiles virtuels. Pour mettre en place ces réseaux-là, en fait, on va utiliser le réseau 5G que vous connaissez, hein, donc qui est la nouvelle génération après les réseaux 4G. Et on va lui prendre une petite partie de sa bande passante, 20%, et on va le dédier à un usage privé. Mais ça veut dire que vous avez quand même vos informations qui circulent sur le réseau de l'opérateur. Et la troisième solution, et c'est cette fameuse première dont, en tout cas en France, en Europe, je ne sais pas encore, il faut que je vérifie, mais cette première en France de déploiement d'un réseau privé mobile hybride, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est que ça va vous permettre d'avoir à la fois accès au réseau public de l'opérateur pour l'ensemble des étudiants qui sont sur le campus au quotidien, les professeurs, les gens qui viennent faire des livraisons, les partenaires, voilà. Mais en même temps, vous avez une partie du réseau qui est complètement dédiée à un réseau privé qui va vous permettre d'accéder en local aux ressources locales, et ce, de manière sécurisée. Et c'est des contraintes qui ont de plus en plus d'importance, hein, vous le voyez, sans vouloir faire peur à tout le monde, mais toutes les cyberattaques qu'on voit auprès de collectivités locales, territoriales, des hôpitaux, des universités qui sont de plus en plus attaquées. Il y a eu un mouvement depuis des années où les gens ont mis un maximum de ressources dans le cloud. Et on voit un mouvement, je ne dis pas que c'est franc et massif, mais on voit un mouvement où en tout cas les gens reviennent
en remettant un maximum de données sensibles sur site, on-premise. Et ça participe justement à aider ce type d'usage. Alors, sur le réseau privé hybride, je vous le disais, les 4 grandes caractéristiques, il y en a d'autres, mais que moi, j'ai voulu vous résumer ici, c'est que effectivement, on maintient la donnée sur le site. On arrive à avoir des choses complètement étanches du monde extérieur tout en ayant ces usages publics, comme je disais jusqu'à maintenant. On s'assure vraiment une très très faible latence. Et quand on utilise des robots comme les robots d'Awabot, c'est encore mieux parce que c'est des robots qui vont à combien de kilomètres heure déjà, je ne sais plus. Et donc ça fait combien de mètres par seconde? Allez, trop. Non, mais c'est vrai que ça peut aller très rapidement. Et donc, la prise en main qui est très rapide, hein, de 30 secondes, et vous avez vu tout à l'heure une maniabilité qui est vraiment, qui est vraiment superbe. Là, on amène encore une latence et pour avoir encore une meilleure maniabilité et sécurité, on parlait des escaliers tout à l'heure, encore meilleure. Et le dernier point, bon, je vous en ai parlé, hein, c'est ce côté public-privé qui paraît d'être mixé. Je vous l'évoquais tout à l'heure. Quand on a discuté de ce projet européen et on s'est dit comment on pouvait améliorer cette école du futur, comment on pouvait améliorer, l'amener dans un stade futur avec de la connectivité 5G, le projet TEDI qui était déjà existant, on s'est dit que en installant ces réseaux privés hybrides, ça nous permettrait aussi tout un panel de cas d'usage, et je pense que Paolo, tu vas peut-être en reparler rapidement après, autour du robot. Pour ce faire, c'était important aussi que les gens puissent utiliser leur propre device sans utiliser une carte SIM qui était captive à côté, une autre carte SIM. Ça nous permet sur donc cette partie hybride, hein, c'est vraiment cette partie bleue que vous voyez tout à l'heure sur la partie de droite, d'assurer une vraie qualité, de garantir surtout une vraie qualité de service, de faire ce qu'on appelle, nous, chez les opérateurs télécoms, du slicing, donc de vraiment dédier certaines ressources pour soit des usages critiques, soit des usages donc, dédiés ici à l'intérieur de l'université, et surtout de s'assurer, encore une fois, que les usages restent bien et les données restent bien en local, puisque quand on a des labos comme chez vous, voilà, c'est aussi très important. Alors voilà, c'est le fameux schéma technique, mais ça, je vais pas passer beaucoup de temps dessus. L'idée, juste pour que vous reteniez, c'est que pour ce projet et pour mettre en place ce réseau privé mobile hybride, on utilise le réseau opérateur, donc là, dans le cas qui est ici, donc le réseau d'Orange, qui est à la fois le même pour la personne qui se trouve à l'hôpital ou à son domicile, et qui sera aussi utilisé sur le campus. Et qu'on soit étudiant, qu'on soit membre de l'université ou qu'on soit l'utilisateur du robot à l'intérieur de l'université, on utilise tous le même réseau. Par contre, sur ce fameux réseau hybride, on est capable de faire ce fameux slice avec cette bande et ce débit garanti. Ça nous permet d'accéder, avec le petit robot que vous voyez en bas à gauche, d'accéder à des ressources pédagogiques en ligne et qui restent en ligne, en local, et qui restent bien évidemment en local. Alors, Jérémy l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, hein, on veut aller, grâce à ce projet, bien au-delà de la téléprésence. On avait déjà la mobilité, mais c'est ce qu'on appelle un petit peu la téléaction. Donc, on veut permettre à ce robot de pouvoir se mouvoir un maximum dans les différents niveaux et dans les différentes pièces de l'université, mais on veut aussi qu'il devienne actif avec les différents éléments du bâtiment. Donc les différents IoT et jusqu'à ouvrir des portes et pourquoi pas prendre l'ascenseur. Ce qui est très intéressant et encore une fois qui est un challenge, hein, donc on a plusieurs mois pour le résoudre et on est vraiment confiant sur cette partie-là, c'est que la connectivité va pouvoir permettre d'acheminer ce flux vidéo, et ça, il faut que cette qualité soit impeccable, bien évidemment, mais on va permettre tous ces usages et toutes ces interactions avec
avec l'écosystème d'un bâtiment, parce que ce bâtiment devient un véritable écosystème avec voilà, plein d'autres services tout autour. Et là, on va travailler aussi avec les différents membres de l'éducation de l'université pour voir un petit peu ce qu'on peut faire autour de la pédagogie, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Comment on peut aussi amener d'autres services à cet étudiant qui est à distance. Voilà, et puis je vous l'indiquais au début, hein, c'est vraiment un projet donc, soutenu par l'Europe et au-delà de la volonté de faire un super projet ici à Nice, dans les locaux de l'IMRED, pour les étudiants qui seront à distance et pourquoi pas les professeurs, on l'a aussi évoqué tout à l'heure. On a cette vraie ambition avec le projet 5G Métro, donc avec Awabot et l'Université Côte d'Azur, de pouvoir passer à l'échelle, de pouvoir dupliquer. C'est pas un projet pour un projet, c'est vraiment de tester aussi les limites, de pouvoir voir comment on peut le répliquer un maximum dans des coûts aussi qui sont raisonnables hein, aussi parce que on est aussi dans le domaine de l'éducation et il faut qu'on puisse voir ensemble quel est le modèle économique le plus adapté pour déployer ça, le maintenir dans le temps et s'assurer que tout reste bien à la main des universités. On sait que les problématiques qu'on va poser ici avec la robotique de téléprésence mobile, c'est des choses aussi qui, au niveau européen, va pouvoir aussi permettre d'accompagner les usages au-delà, donc dans les hôpitaux, d'accompagner les usages dans l'industrie, parce que les problèmes de la robotique ils sont aussi présents dans l'industrie. J'en parlais tout à l'heure, hein, c'est surtout des réseaux 5G privés et pourquoi pas avoir le meilleur des deux mondes sur ces sites qui accueillent aussi des personnes de l'extérieur. Voilà, donc ça peut permettre aussi au projet 5G Métro de poser des bases voilà, pour d'autres environnements beaucoup plus larges que notre sujet ici de l'éducation qui est passionnant. Voilà, et s'assurer d'une solution qui est surtout pas fermée, ouverte à d'autres opérateurs, hein, parce que c'est important de le souligner. Dès le départ, on a souhaité que c'est pas parce qu'Orange accompagne le projet ici que ça soit un projet qui soit fermé, mailloté sur Orange. Non, c'est pas du tout l'état d'esprit du projet. C'est que avec toute l'infrastructure 5G qui va être installée ici, laisser aussi la place et un espace complet pour que les autres opérateurs puissent s'installer et que dans le temps, voilà, chacun puisse vivre et proposer ses services le plus largement possible dans l'université. C'est ça aussi qui participe hein, à la réplicabilité dans d'autres environnements. Bien montrer que ce n'est pas fermé autour d'un seul opérateur. Voilà, puis je vous avais mis un petit slide de récap, mais je pense que je vous les ai déjà dit 2 ou 3 fois, donc je vous fais grâce de celui-ci. Voilà, je repasse la parole à Paolo, peut-être pour reparler un petit peu de quelques cas d'usage. Merci à tous. Bon, merci Sylvain, merci Jérémy, c'est hyper intéressant tout ça. Et quand on vient à ce projet, encore, c'est important de dire des choses différemment. Ça veut dire que ces projets, on essaie de s'approprier d'une technologie, 2, 3. Et quand on parle d'innovation, on parle des robots, on parle des 5G, on parle beaucoup de choses, mais que c'est déjà des réalités. Voilà. On n'a pas forcément grand-chose à avancer à ce niveau-là. Mais on doit faire différemment. C'est-à-dire que ce projet, pour nous, c'est un projet où on commence à s'approprier de cette technologie. S'approprier, ça veut dire connaître. Connaître, ça veut dire diffuser. L'université, il y a 3 grands rôles. Hein. Le premier rôle de l'université, c'est la formation. Hein, connue, tout le monde connaît ça. Hein, les amphis, remplis des étudiants, maintenant des robots. Hein, mais là, on est en train de transmettre la connaissance. Un deuxième sujet, c'est la recherche. Hein, ici, à l'Université Côte d'Azur, on est centré sur la recherche d'excellence. Hein, il y a différents labos, il y a plusieurs labos ici qui travaillent avec chacun son métier et qui nous croisent. La transdisciplinarité fait partie de notre sujet. C'est-à-dire que ça, c'est important. Troisième sujet, c'est l'impact social. L'impact qu'on peut apporter à notre territoire à partir de la formation, à partir de la recherche, comment on peut rendre cet apport, cet impact sur notre territoire. Et ça, c'est très important. Hein, parfois, on laisse tomber cette côté, on ne connaît pas trop cette côté, mais l'université, elle s'ouvre vers les territoires pour aider à accompagner les transitions qui nous ont fait face aujourd'hui. Ces enjeux, hein, risque, résilience, tous les problèmes qu'on a d'environnement, d'énergie, hein, géopolitique, tout ça fait partie de notre réalité. Et l'université, elle a un rôle aussi à jouer sur ça.
C'est pour ça qu'IMRED il existe, c'est pour ça que l'Institut d'innovation et partenariat il existe, et qui nous, on transmettre ici cette notion de réplicabilité. J'ai un mot en français qui n'existe pas, c'est l'escalabilité, c'est passer à l'échelle, parce que l'escalability en anglais, c'est très simple, on fait un projet et on passe à l'échelle. Et cette mot n'existe pas en français. On passe à l'échelle, c'est l'escalability, ça n'existe pas. Je répète tout le temps l'escalabilité pour voir si j'arrive à créer cette mot-là. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Mais si ça arrive, ça c'est bien. Mais le concept, il est là. Ça veut dire qu'on doit passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'on fait les recherches, on fait l'innovation, et là, on doit partir au marché. On doit déployer cette technologie. On doit répliquer cette technologie. Et répliquer, ce n'est pas copier-coller. Quand je vois 1600 étudiants cette année, c'est énorme. Et imagine qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'Europe. Il y a quand même quelques étudiants qui aujourd'hui ont des difficultés d'accéder à l'école. On ne va pas rentrer ici dans la question des géopolitiques qu'il y en a en face de chez nous, mais il y a des étudiants qui n'ont plus d'école. Comment on fait? On laisse à côté cet étudiant, on va prendre une génération, on met à côté et dire on passe par la prochaine. On ne peut pas faire ça, et c'est ça qu'on doit travailler. Et la notion des asset-based, ça c'est important aussi, c'est la notion d'utiliser l'infra qui existe. Et comment on peut adapter cette infra qui existe avec la nouvelle technologie. Ce n'est pas toute table rase, on laisse tout à côté, on passe à la nouvelle génération. On prend l'héritage qu'on a et on intègre cet héritage avec la nouvelle technologie. Et là, on gagne de façon incrémentale. Ce n'est pas un projet, c'est le même projet qu'on arrive à incrémenter petit à petit. Et là, on passe à l'échelle. On crée des protocoles, on échange, on partage, on a des standards, on développe des standards. Parce qu'ici, pour nous, c'est naturel parler des robots. Ici, c'est naturel parler de 5G, des réseaux. Et pourquoi on fait ça? Parce que nous, on a besoin de passer un téléphone, utiliser ce téléphone. On a d'autres choses qu'on a besoin de faire. Et tout ça, on peut s'approprier. Faire émerger ce réseau, c'est par là qu'on passe. C'est important de mettre qu'on passe ici en Europe. L'Europe, elle a une stratégie autour de tout ça. C'est les stratégies européennes. Parfois, on entend beaucoup de critiques, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent à une stratégie globale. Et nous, on fait partie de cette équipe des personnes qui pensent cette stratégie, qui essaient de développer des choses, toujours en pensant à l'Europe et dans les mondes après. Ça veut dire qu'on essaie de résoudre notre problème ici, localement. On passe à l'échelle nationale, européenne, internationale, parce que l'européenne, pour nous, c'est plus international, c'est chez nous, et ça, c'est important. Et l'Europe, elle avait cette notion. Il y a les 5G, les plans 5G, il y a les couloirs 5G, on a les stratégies numériques. Et cet ensemble des stratégies, on doit connaître et aligner avec des projets avec qui on travaille. Pour donner un peu cette notion, on a toutes les politiques publiques de l'Europe, on a les infrastructures qui sont en train de mettre en place. Pas plus tard qu'hier, j'ai déposé un autre projet européen parce que nous, on veut travailler dans une région spécifique de l'Europe où ils ont besoin d'évoluer avec leur réseau. Bien sûr que la connaissance que j'ai appris dans ce projet, j'étais capable de répliquer dans ce nouveau projet. C'est une connaissance, un savoir-faire qu'on commence à développer. Et ça, c'est très important. C'est pas développer la technologie par la technologie, c'est pas s'y approprier, c'est de connaître cette technologie pour être capable de déployer. Et c'est là que l'innovation, elle commence à émerger. L'innovation, c'est pas inventer des choses, c'est pas de créer de nouvelles choses. L'innovation, c'est vraiment la capacité de s'approprier de quelque chose et utiliser ça pour faire d'autres choses, pour aller plus loin. Et c'est ça qu'on fait, c'est ça notre spécialité. Et on fait ça bien. La question souveraine, c'est important à savoir un peu les réseaux, les antennes, les technologies. On peut utiliser les technologies du monde entier, mais on doit savoir faire aussi notre technologie pour comparer, pour utiliser, pour s'approprier, pour utiliser à faire d'autres choses. La question de sécurité et régulation, c'est important. On parle de cybersécurité, que c'est un sujet aujourd'hui que c'est encore nuageux. On entend parler, mais on ne sait pas exactement comment ça se fait. On sait que ça existe, mais on continue à passer les mots de passe en utilisant des technologies différentes. On n'est pas forcément attentif. Et là, le développement durable. Quand on parle de développement durable, parfois on parle beaucoup de technologie, des fois on laisse à côté cette question, mais aussi la notion de développement durable est importante. Quand on parle de convergir des objets, des IoT, faire la même chose avec moins d'infrastructures, moins de ressources pour arriver plus loin, c'est d'être plus intelligent pour profiter de cette ressource. Et cette question, elle est très, très importante pour le développement durable. Prendre les réseaux existants et transformer ces réseaux existants en quelque chose de déployable.
Hein, là, on a un super bâtiment, comme on a parlé, en verre, en béton, bien structuré, développement durable. Et on a besoin de passer du réseau. Ouais, mais comment on fait pour passer le réseau? On va tout casser, on va lancer. Non, il y a des nouvelles technologies qui vont rentrer. Quand on parle d'un robot, ben pourquoi on a besoin d'un robot? Pourquoi on a besoin de 5G? Pourquoi on a besoin d'une latence assez importante pour un robot qui va se déplacer avec un étudiant? Peut-être on peut utiliser cette technologie pour d'autres choses. Oui, hein, un médecin qui va faire une chirurgie, hein, à ce moment-là, il a besoin d'un réseau assez important. Et dans cet réseau qu'il est en train d'ouvrir la personne pour faire une chirurgie, la latence, elle doit être assez basse parce qu'on ne peut pas avoir 10 minutes de latence entre un procédure et un autre. Mais bon, apprendre à utiliser cette technologie, ce n'est pas là qu'on va apprendre. Hein. Ça veut dire qu'on doit maîtriser avant, arriver là. Ça veut dire que cette maîtrise des technologies, elle est importante. Hein. Et ça, c'est fait partie de notre projet. Quand on parle des concepts de réplicabilité, encore une fois, important, on a les côtés technologiques, mais aussi on a la question territoriale. Hein, c'est égal partout. Hein, la France, la diversité dans la France, elle est déjà énorme. C'est incroyable. Hein, à chaque fois que je voyage pour la France, je découvre un nouveau pays. Hein, c'est cette richesse. Et quand on passe au niveau de l'Europe, c'est pareil. C'est la même chose. Et cette richesse, ça veut dire qu'on a des spécificités territoriales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas copier-coller. Copier-coller, c'est les choses qui nous on apprend, mais on n'utilise pas assez quand on va faire la réplicabilité. Ça veut dire qu'on doit avoir des méthodologies pour répliquer. Et ça, c'est important. La question sociale, hein, c'est pas partout pareil. Hein, on a des spécificités. On doit apprendre à utiliser cette technologie de façon différente. Comment chaque personne, chaque région va s'approprier de cette technologie. Hein. Et après, la question réglementaire. On ne peut pas avoir une règle spécifique pour chaque territoire. On doit avoir une unité territoriale pour avoir cette réglementaire, pour avoir la possibilité de répliquer. Alors ça, c'est très important et parfois, on laisse ça tomber. Et notre projet, on met toutes ces couches, on intègre dans ce projet. Quand on parle d'asset base, qu'on a parlé, c'est de profiter de l'infra qui existe exactement pour avancer, pour aller plus loin avec de nouvelles technologies. C'est une solution incrémentale. À chaque nouvelle solution, on intègre quelque chose de nouveau avec l'existant. Et ça, c'est important parce que ça donne un pouvoir dans la technologie incroyable. Ce n'est pas une antenne qui vient qui résout un problème. On a tout un écosystème qui a une antenne en plus et tout cet écosystème va profiter de cette nouvelle technologie. Et ça, c'est gagnant. Une fois qu'on fait ça, là, tout ce qu'on a à faire, voilà, on a gagné, on a monté un cran. On a avancé. Et ça, c'est très important quand on parle de développement économique local. Hein. Quand on parle de l'Europe, on pense toujours à la question de cartographie. Hein. Quand on parle de cette question digitale, numérique, c'est identifié. On doit identifier les infrastructures existantes. Est-ce qu'aujourd'hui, la même technologie que j'ai ici, j'ai cette même technologie en Italie? On est en train de discuter avec un chercheur, pas plus tard ce matin, hein, qu'ils sont en train de développer un musée pour des personnes qui ont des troubles et qui ont besoin d'intégrer un robot. Et là, il a vu passer ce projet, il nous a appelé, il dit « Attends, on va discuter ensemble parce que ça m'intéresse. » Et on est en train de travailler maintenant avec un groupe d'architectes italiens en Allemagne parce que nous, on a une petite compétence qu'on a développée il y a déjà 4 mois sur une technologie d'un robot qui existe déjà il y a 2 ans dans un projet européen, national. L'effet de s'approprier de la technologie, ça nous a permis d'ouvrir des nouvelles horizons. Et cette cartographie européenne fait partie de notre travail. Déployer les 5G. 5G, c'est une nouvelle technologie qui nous fait partie de notre quotidien déjà. Si on achète un abonnement aujourd'hui d'un portable, la chance d'avoir un nouveau portable déjà avec les forfaits 5G inclus, c'est énorme. Et ça nous permet de faire des choses pour nous. Mais on a aussi le déploiement des 5G privés. Ça veut dire qu'on commence à répliquer des technologies, on commence à répliquer des réseaux si on commence à être un peu plus sobre dans cette utilisation. Et si c'est possible de faire ça, au lieu de répliquer des nouvelles technologies, des nouvelles infrastructures pour chaque cas d'usage, on apprend à utiliser l'infrastructure qui existe, on apprend à travailler cette infrastructure, et là, on peut être plus sobre sur l'utilisation des technologies, plus sobre dans la technologie, dans la matière première, l'utilisation des antennes. Ça fait partie du développement durable. C'est pas retourner à la grotte. Le développement durable, parfois, c'est beaucoup de technologie, beaucoup de connaissances, exactement pour être plus capable de faire des choses plus durables. C'est un peu comme ça qu'on doit imaginer les 5G. Répliquer l'architecture,
Hein, ça, c'est important. À chaque fois que j'ai une solution, cette solution elle doit être réplicable dans des pays différents. L'architecture, elle doit être convergente parce que sinon, c'est impossible d'émigrer des cas d'usage, des solutions ou d'intégrer des choses. Imaginons si à chaque fois qu'on change d'un pays, il y a toutes les règles automotives, là, les routes, la façon de conduire, la direction, elle change. Ça c'est compliqué d'intégrer. Hein, si on fait ça avec les trains, c'était à l'époque, c'était une stratégie militaire avant. On avait des standards dans les trains différents, parce que si un pays envahit un autre pays, il ne pouvait pas utiliser son réseau. Ouais, ça, c'était une stratégie militaire pour ne pas intégrer. Ça veut dire que les standards, les standardisations, la réglementation fait partie de cette grand pas qu'on a besoin de faire pour exactement passer à l'échelle. Les cas d'usage, ça c'est important. On a parlé beaucoup d'étudiants. On a commencé à discuter ici, il y a des profs qui commencent à définir parce que la connaissance, il y a deux voies. Hein, il y a la connaissance du prof qui passe à l'étudiant et aussi l'étudiant qui passe au prof. On a aujourd'hui dans la pédagogie beaucoup des travails dirigés. Hein, ça veut dire qu'il y a des moments d'échange un peu plus informels en classe. Hein, et parfois, le prof, il peut ne pas être là. Ça veut dire que les profs, il est à distance. Mais il doit accéder à des réseaux, accéder à des équipements. Comment on fait ça? Voilà, ça, c'est des cas d'usage qu'on va mettre en place. Ici, on a l'accueil à Imred, mais aussi on a un autre bâtiment à côté, et on a un troisième bâtiment. Et parfois, les gens tombent malades. Parfois, il n'y a pas assez de gens. Comment on gère ça? Parfois, les soirs, j'ai besoin de faire une intervention dans les bâtiments. Comment je peux faire ça? L'autre jour, j'ai essayé de me balader ici dans les bâtiments le soir, mais j'ai déclenché l'alarme. Hein, j'ai oublié que quand j'ai des mouvements aussi, il y a des alarmes. Ah, là, j'ai dit, oula, j'ai déclenché l'alarme. Mais si c'est un vrai déclenchement d'alarme, comment je peux faire élever des doutes? Hein, je peux utiliser les robots. Pas besoin de déplacer une personne ou être une personne ici sur place. Ah, ici, il y a un problème, je peux faire une intervention. Ce sont des cas d'usage qui commencent à apparaître petit à petit, tous les jours, avec des personnes qui arrivent et qui commencent à voir les... Voilà. On a un événement ici la semaine prochaine, il y a un intervenant qui dit « Je ne peux pas être là ». On peut faire un visio. Oui, mais l'échange, elle n'est pas là. Ça veut dire qu'il vient échanger avec les personnes qui sont sur place. Ah, mais nous, on a une solution. Il y a un robot. Ah ouais, mais comment je pilote un robot? J'ai jamais piloté un robot de ma vie. Bon, mais c'est assez simple. Et là, on a fait un premier test. Aujourd'hui, il a fait la formation. Ça a pris 2 minutes. Les profs, il est rentré, il a fait sa formation. Il est hyper content. Maintenant, il a commencé à déjà penser à utiliser cette solution ailleurs. Et comme ça, on commence à répliquer la technologie. C'est pas qu'une question des villes, des technologies, c'est une question des villes, c'est les régions, l'emploi local qu'on va générer, la compétence qu'on a besoin de développer sur place. Maintenant que j'ai 10 robots ici chez nous, hein, j'espère monter la flotte. Hein, j'espère un jour avoir un problème d'entrepôt ici où je peux garder les robots, accompagner des écoles. Hein, comment on peut gérer cette compétence? Hein, quand on va déployer les réseaux 5G ici, hybrides, j'ai besoin de déployer les réseaux à côté. Un troisième réseau, j'ai besoin de quelqu'un de gérer, j'ai besoin de former l'équipe. Ah, là, la formation, elle va venir. Il y a des entreprises qui vont venir. Il y a l'entreprise que j'ai déjà contactée. J'ai dit, Paulo, j'ai entendu parler d'un projet 5G hybride chez Imred. Hein? J'étais à Paris, l'entreprise, elle est normande. Elle s'est intéressée. Elle dit, ah ouais, mais moi, j'ai besoin de développer une solution et j'ai besoin d'un réseau hybride. Comment on peut faire? J'ai dit, laisse-moi installer les réseaux. Et là, tu descends chez nous pour commencer à développer la techno. Ouais, mais moi, j'ai pas une équipe qui peut être toujours sur place. Pas de problème. Nous, on a des robots. Mais comment je vais faire pour interagir avec les équipements? Ah, mais on peut mettre l'intelligence augmentée, la question des réalités augmentées. Et là, on peut intégrer les robots, mais on peut remonter la data. Et là, votre ingénieur, il peut être dans un robot, dans les bâtiments, en regardant la vraie vie, qu'est-ce qui s'y passe, avec la réalité augmentée. Il dit, mais ça, c'est génial. On peut aller encore plus loin. Ah, ça s'est passé la semaine dernière. Hein. On n'a même pas commencé, on a commencé à déjà développer des bons projets avec. Et la gouvernance et l'interopérabilité. Hein. Je tape toujours dans cette tecla. À chaque fois que je parle de la data, si on n'a pas l'interopérabilité, on n'a rien. Alors, on peut développer n'importe quoi. Si l'interopérabilité elle fait partie, on va développer des solutions standalone. L'interopérabilité, c'est la partie la plus dure, la plus chiante de faire.
C'est un travail c'est difficile, hein, ça prend du temps. Il n'y a pas beaucoup de glamour derrière. Hein, parce que aujourd'hui, je suis là pour parler des robots, pour parler des 5G, tout ça. Il y a une audience. Imagine si je suis là pour parler d'interopérabilité. Voilà, il n'y a personne. Hein, c'est comme des cours de statistiques. Hein, il y a 2, 3 étudiants qui viennent vraiment motivés. Tu vois. Il y a une dizaine là qui sont là parce qu'ils sont là. Mais c'est important de dire, l'interopérabilité, c'est la base. Et à niveau européen, c'est important. Et nous, aujourd'hui, à IMRED, nous sommes des plus grands collaborateurs en Europe au niveau d'interopérabilité. On fait remonter des standards. Dans tout ce qu'on fait ici, on essaie de faire remonter les standards. Et nous, on est tout petit. Imagine qu'est-ce qu'on peut faire si tout le monde se met pour faire l'interopérabilité. Ça veut dire que les moments que j'achète un ordinateur, un nouveau portable, et que j'échange des marques, je perds rien. Je bascule d'un à l'autre parce que j'étais envie d'échanger des modèles des portables. Ça veut dire l'interopérabilité. Il y a tout un travail qu'on doit faire en amont, okay, pour ne pas être captif des technologies. Bon, mais c'est vrai que c'est pas... Là, on a raconté toutes les histoires, que c'est bien, hein, ça c'est bien. C'est pas que la question technologique, mais quand on parle ça, on parle beaucoup de manque des compétences. On n'a pas encore la compétence développée, on doit travailler sur ça. On a des solutions encore fragmentées. On n'a pas encore réussi à faire, on doit travailler sur ça. Il y a des choses. La régulation, elle n'est pas encore en conformité. Si je demande des régulations par rapport aux robots, il y a des personnes qui me posaient la question par rapport à la RGPD de robots. Est-ce que la caméra, elle récupère l'information? Je dis non, mais la RGPD, elle ne dit pas ça. La RGPD, elle dit qu'on va diffuser l'information. Ce n'est pas la capture d'information. Il y a même des incompréhensions par des régulations qui sont en place. Et tout ça, on doit mettre en perspective. C'est très important. Et on a encore un chemin à faire. Et c'est là qu'on travaille. On travaille exactement pour faire cette chemin. Okay. Et ça a besoin d'être vraiment concentré ou organisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille sur des projets décentralisés, technologies décentralisées. Ça veut dire qu'on travaille avec les data. On travaille avec les réseaux qui transportent cette data. Et quand des gens ils me disent que les réseaux des télécommunications, des data, elles passent par des réseaux de télécommunications, moi, je commence à penser différemment. Je pense que la communication, les réseaux, les 5G, c'est comme la route, parce qu'on transporte la data. Et les moments que je transporte la data, parce que si je pose la question aujourd'hui à des gens qui sont à distance, ou des gens en présentiel, comment tu as venu ici chez nous aujourd'hui, en transport public, en voiture, en avion, en vélo, à pied, et vous qui vous êtes à distance, comment vous arrivez ici chez nous aujourd'hui? J'ai venu par la data, j'ai venu par les réseaux 5G, par les réseaux. Ça veut dire que c'est une mode de transport. Voilà, les robots, c'est un mode de transport, mais la data qu'elle est dedans, c'est un mode de transport. Ça veut dire que ce n'est pas une question de télécommunication, les réseaux 5G, c'est un réseau aussi de transport des connaissances, un transport des données, un transport des services, parce que je peux être en train de rendre un service à distance. Alors ça, c'est plus une question de télécommunication. Ça, c'est commencé comme ça, mais il a changé. Et ça, on essaie de mettre en perspective. La question fédérative, ça veut dire apprendre entre les objets. Les objets commencent à devenir intelligents. On a l'IA, on a les personnes, on a différents acteurs qu'on doit fédérer et travailler ensemble, compléter cette situation. La question des solutions locales, c'est très important. Et ça peut rendre l'Europe résiliente. Ça peut rendre un territoire résilient. On a vu, pas plus tard qu'hier, ici dans les Var, une petite tempête qui est arrivée, qui a détruit toute une ville. Là, ça va coûter un bras et pendant du temps pour remettre en place. Comment on gère ça? Comment on peut mettre en place des choses? Comment on peut être plus résilient? Ça veut dire que la question décentralisée, ça peut rendre les choses résilientes. Quand on a eu le problème à Valence, en Espagne, ici, c'est à côté, c'était une catastrophe. Pour se remettre tout ça à la décentralisation des systèmes, ça peut rendre un service. Et là, on peut avoir des robots, des technologies, si on maîtrise, très rapidement, on peut se mettre en route. Et ça, malheureusement, ça fait partie maintenant de notre réalité. Et nous, on doit travailler aussi cette approche. Ça veut dire que si je peux conclure ici pour l'Europe, pour terminer un peu cette discussion qu'on a
a parlé ici. La réplicabilité des écosystèmes au niveau européen, pour nous, ça, c'est un objectif. Et c'est pas une question, c'est vraiment c'est là qu'on concentre notre effort aujourd'hui. La question décentralisée, ça veut dire l'intelligence décentralisée exactement qui monte localement. Hein, on commence à travailler sur cette notion locale, sécuritaire et tout ça, c'est important pour nous. Les 5G, cette latence, elle est très importante. Hein, tous les jours, on transporte plus et plus de data. Hein, et ça, c'est important d'avoir. Hein, on ne peut pas avoir des extrémies ou des latences différentes. La question de l'infrastructure qui existe, on doit être sobre. La sobriété numérique, la sobriété de l'infrastructure, elle fait partie de notre réalité. On doit travailler sur ça. Hein, et l'hybridation d'un système, ça nous permet de faire ça, à partir de la même infrastructure, faire des choses différentes. Okay? Et utiliser l'approche européenne. Hein, ça, c'est pour nous, c'est très, très important. Okay, so, bon, moi, je termine là. J'espère que vous avez beaucoup de questions, mais voilà. Merci pour être présent et merci pour l'équipe qui sont, pour les personnes qui sont à distance. Hein, et on va faire là, cette diffusion de cette présentation ici, déjà à niveau européen, et pour regarder dans notre site, les sites, même les sites 5G Métro, la diffusion de cet événement. Bon, merci beaucoup. Pour les équipes qui sont présentes, je ne sais pas si à la distance on peut imaginer des choses. On a quelques robots ici. Si vous êtes intéressé à tester, à voir comment ça fonctionne, on est là pour ça. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors effectivement, c'est toujours mieux d'être présent en physique, ça c'est certain. Et ces étudiants en général ont conscience de ce qui malheureusement ne leur est pas offert quand ils n'ont pas le choix. Et voilà. Donc c'est, oui, certainement un sentiment de frustration et aussi social. Parfois, c'est vrai, on a eu aussi un peu des retours du bâton ou des enfants qui étaient, par exemple, isolés dans des chambres stériles avaient eu un petit coup de blues parce qu'ils vivaient dehors à travers le robot, mais en vrai, quand ils coupaient, ils retournaient dans leur chambre. Donc, ça peut effectivement créer de la frustration à certains moments. C'est rare, ça arrive. Mais surtout, il y a quand même un grand sentiment de satisfaction de sortir. C'est-à-dire, en général, ça va au-delà de ça. Mais oui, voilà. Ce que je trouve très intéressant quand même dans l'usage du robot et de la mobilité, c'est que effectivement, on a parlé des TP tout à l'heure, et donc ça permettait à l'enfant qui est à distance et qui ne peut pas participer normalement, voilà, d'être présent à ces TP, donc de re-sociabiliser. Moi, je trouve c'est l'exemple qu'on donne assez souvent, il y a cet effet machine à café, dont on parle aussi beaucoup en entreprise, où c'est comment ces personnes qui sont à distance, après la fin du cours, après la fin du TP, peuvent continuer à discuter et continuer ces petits échanges qui peuvent être brefs et sur tout et n'importe quoi. Et c'est surtout ça aussi qui doit beaucoup participer en partie, hein, dans ce processus de guérison, parce que bon, il y a la partie médicale qui fait beaucoup, mais aussi sur le bien-être de la personne qui est à distance, c'est le small talk à côté, cet effet machine à café. Et évidemment, quand on coupe la caméra, il peut y avoir ce fameux blues qui arrive, mais ils ont quand même eu cette fenêtre ouverte qui a duré au-delà du cours, qui a pu durer un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de plus, avec les autres élèves, avec ses autres potes, ses copains, copines avec qui on était avant d'avoir eu un accident au ski, avant d'avoir dû être opéré parce qu'on est opéré parce qu'on a un cancer ou plein d'autres situations. Donc voilà, ça prolonge, ça permet de prolonger en tout cas, même si les réunions en physique, ça reste toujours mieux et idéal. Hein. Notre question ?
Bonjour, alors tout d'abord, merci pour vos présentations, c'était vraiment très intéressant. Et moi, j'avais une question. Alors, je comprends bien, hein, l'identité du projet est quand même pour les étudiants et les enfants, mais je me demandais si à terme, si on pouvait le transposer pour un autre type de population. Par exemple, en tête, je pense aux personnes âgées, par exemple. Merci. Ouais, c'est une très bonne question. C'est des choses qu'on a effectivement déjà faites. On a connecté pendant la période du Covid des familles dans les EHPAD, puisque vous vous rappelez, on ne pouvait pas accéder physiquement aux EHPAD. Donc les familles avaient accès aux EHPAD. Le maintien à domicile est effectivement un vrai sujet. Qu'on essaye d'adresser et on reste de toute façon dans la même sphère. Il y a toute une population, il y a un ensemble de typologies de personnes qui peuvent être adressées. Vous avez raison. Même dans le cadre de maternité parfois, dans le cadre de déplacement, du sportif aussi. On a des jeunes qui sont en sport-études, qui font beaucoup de compétitions, qui sont éloignés. Donc oui, clairement, il y a une multitude de cas d'usage. Dans le cadre de Teddy, il y a eu un choix parce que il faut être cadré. En plus, c'est des marchés publics, donc vous devez être extrêmement strict sur les utilisations et la destination. Mais déjà, il y a eu des ouvertures. On a parlé petit à petit, on a commencé à parler du harcèlement scolaire. D'autres types d'éloignement, même le handicap au début n'était pas forcément compris, mais simplement la maladie, parce que pour certains handicaps, vous devez avoir un matériel spécialisé aussi de l'autre côté, en termes de contrôle, si vous n'avez pas toute votre motricité. Donc, étant donné qu'on parle quand même de cas particuliers, un peu chaque cas va avoir aussi besoin de son étude pour valider, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on ne se dit pas spécialiste de ces sujets-là. On a besoin de travailler avec des gens et c'est pour ça qu'on travaille avec des chercheurs, c'est pour ça qu'on travaille avec des universités pour explorer un par un les cas. Et oui, l'objectif est encore plus dans le supérieur, c'est d'ouvrir au maximum de cas d'usage parce que ça reste des plateformes technologiques qui peuvent être mis à disposition de n'importe qui. Si je peux compléter, c'est important. Jérémy a parlé des mots ici qui me touchent beaucoup, hein, ça s'appelle le pragmatisme. Ça veut dire qu'ici, on a des possibilités, elles sont infinies. On a si on se met ici autour de la table, on peut sortir des vingtaines de cas d'usage différents, des thématiques différentes. Et nous, on essaie de cibler, avoir un résultat, évoluer dans cet résultat, et après ouvrir dans un deuxième, créer des méthodologies, avancer sur les deuxièmes, mais de façon très, très pragmatique. Parce qu'ici, l'enjeu, ce n'est pas que les cas d'usage, c'est l'adoption d'une nouvelle technologie, d'une technologie qui les présente. Là, il y a un nouveau instrument qui rentre dans notre vie, c'est un robot. Un robot, on a vu, c'est un écran, téléprésence avec une personne derrière. Ça nous choque encore, même si on a un écran dans notre poche. Dans les poches, c'est bon, c'est on contrôle, mais si elle est là, c'est pas pareil. Et c'est cette relation qu'on doit aussi travailler. Mais les pragmatismes dans ce projet-là, il est plus important. Ça, c'est vraiment avancer dans un sujet spécifique, faire les résultats, avancer bien, approfondir les résultats, sortir tous les cas d'usage possibles. Une fois qu'on maîtrise bien ça, là, on peut passer à les cas des... Nous, on travaille avec la chaire ici sur l'accompagnement des personnes âgées. On a déjà des technologies qui sont là. On a plus de 40 maisons aujourd'hui équipées avec des capteurs, bien sûr, qui sont dans notre radar. Il y a déjà des chercheurs qui sont en train de regarder ça, des proches, mais on a encore du travail à faire ici. Et dernière chose à propos de ce pragmatisme, hein, le choix du robot et de la simplicité évidente avec laquelle il y a cette prise en main. Je ne sais plus qui disait 2 minutes. Moi, j'ai tendance à dire, ma mère, en 30 secondes, elle sait s'en servir. C'est aussi ça qui est formidable dans la plateforme d'Awabot, parce que moi, j'aurais tendance à dire dans la présentation que tu as fait, vous avez une plateforme globale. Hein. Vous avez une plateforme donc robotique, hardware, software, vous avez même de la logistique.
Et votre plateforme, elle est pour l'utilisateur clé en main en 30 secondes ou en 2 minutes. Et pour le commanditaire, il y a une prise en main aussi où tout est géré. Et c'est ça qui est la force et qui sert au pragmatisme du projet. C'est qu'il y a une plateforme et un terrain de jeu qui est formidable avec l'outil d'Awabot, quoi. Et j'ai pas d'action chez toi, hein. Tu précises? D'accord. D'autres questions? Oui. Merci. Juste sur même si c'est orienté sur l'éducation, est-ce qu'il y a un niveau d'acceptabilité du robot, par exemple si on est un enfant ou si on est un adulte, sur la situation? C'est-à-dire vous le mettez dans une salle de classe ou, par exemple, avec Paolo, hein, on travaille ensemble. La première fois, il a testé, il a mis dans une réunion. Voilà. Bon, ça nous a fait un peu étrange. Et du coup, je m'interrogeais, est-ce qu'il y a une étude ou quoi qui est faite en fonction de l'âge, finalement, est-ce que des gens acceptent plus facilement d'avoir le robot ou de jouer avec? Comme vous disiez, les enfants veulent être référents, peut-être parce que, je vais dire, c'est fun et ça, au-delà de juste la personne. Mais voilà. Alors, ouais, très, très bonne question. On a effectivement plusieurs. Alors, il y a les deux côtés. Il y a l'acceptabilité du robot en tant que personne, effectivement, qui a rien demandé, qui se retrouve avec un robot dans une réunion, qui dit, bon, il y a quelque chose qui est en train de me filmer, etc. Donc ça, déjà, ça va vraiment dépendre de niveau techno, on va dire, de la personne et de son habitude à faire des visios. Et voilà. En général, là, on n'a pas trop de problèmes. L'autre, où c'est ce qu'on a pu aussi observer dans l'enseignement, c'était plus la peur de paraître ridicule vis-à-vis de la technologie. On dit à des gens, vous allez recevoir un robot dans votre classe. Les gens se disent, mince, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que je vais arriver à gérer? Est-ce que je vais pas être débordé? Est-ce que je vais pas être un peu ridicule par rapport à cette chose qui va débarquer et que je vais pas forcément savoir maîtriser parce que j'ai pas le niveau technologique suffisant. Et en fait, le plus grand frein, c'est l'ignorance, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas et qui n'ont pas encore vécu l'expérience. Donc, on pousse au maximum pour qu'il y ait une première interaction, pour que les gens comprennent que c'est une visioconférence mobile, qu'il n'y a aucune action. L'écran est même pas tactile sur le robot, parce qu'on considère qu'on touche pas l'écran, le visage d'une personne. Donc, de toute façon, qu'on soit très calé au niveau techno ou pas du tout, l'objet reste le même, on n'a rien à faire. Mais effectivement, dans l'annonce au début, s'il n'y a pas eu la bonne information ou un peu de contenu qui va expliquer, illustrer ce qui va se passer, les gens peuvent avoir peur. Et c'est en relation souvent avec le niveau d'appétence ou de culture technologique, on va dire. Parce qu'il y a des gens qui sont très excités en se disant je vais avoir un robot, je vais avoir mon robot. Paolo, je sais qu'il était très très excité, et d'autres qui peuvent être un peu plus réticents en se disant attendez, robot, moi oulala, je sais pas ce que c'est. Non, on reste très simple, mais ouais, ça peut arriver. Les enfants adorent. On a eu des enfants dès l'âge de 3 ans qui ont utilisé le robot pour aller à la maison. On a un autre projet qui s'appelle Viki, où des associations de patients mettent des robots à disposition des enfants qui sont en chambre stérile à la maison, pour que depuis la chambre stérile, ils puissent continuer à avoir un lien avec leur famille. Parce que dans la chambre stérile, souvent, vous avez des limitations en termes du nombre de personnes qui ont le droit de venir vous rendre visite. S'il y a trois frères et sœurs, c'est trop. Et souvent, ils peuvent même pas faire le choix en disant, bah, toi, tu vas pas pouvoir venir voir ton frère ou ta sœur, et personne ne peut venir. Donc, il y a aussi ces aspects-là. Et c'est dans ces moments-là qu'on a testé avec les jeunes. Dans l'événementiel, souvent, on propose beaucoup à des enfants de participer. Et il y a un très bon niveau d'acceptabilité, pardon. Ok, merci. Et j'ai une deuxième question. Ouais, en général, on met du lourd aussi en face, hein. Il y a des grandes stars du foot, etc. Donc ça motive beaucoup les enfants. Pardon. Aucun problème. Là, c'est plus, je dirais, sur la technique. Alors, c'est peut-être avec Orange, mais là, c'est à vous de répondre.
En fonction des cas d'usage, justement, vous disiez, voilà, le robot va pouvoir servir en milieu industriel ou dans les hôpitaux, etc. Est-ce que le robot peut avoir aussi des zones de non-accès? C'est-à-dire le réseau, OK, il va être diffusé dans un bâtiment. Est-ce que, par exemple, il peut être bloqué à un moment? C'est-à-dire que on se rend compte que la personne, il y a une zone un peu de non-droit, c'est-à-dire qu'il va contrôler le robot et il va te bloquer comme si il y avait un mur physique, mais il est virtuel. Est-ce que c'est envisageable? C'est bon, pour les deux. Alors ça aussi, c'est un élément très important parce que, comme on l'a dit, quand on déambule dans un bâtiment comme celui-ci, on a des accès. Des accès, soit on est accompagné en tant que visiteur, soit on a un badge et on peut passer des portes, etc. Le robot pourrait avoir le même rôle, mais on fait attention à se dire, bah, il peut passer derrière une personne. Vu qu'il n'est pas là en physique, il peut jouer de cet aspect pour s'introduire. Donc ça fait partie des briques techniques qu'on appelle la localisation. Pour faire de la navigation autonome, la première chose dont vous avez besoin, c'est de savoir où vous vous trouvez précisément pour vous repérer dans une carte. Et à partir de ça, du moment qu'on a une brique de localisation efficace, on peut, sur une carte du bâtiment, annoter des zones dans lesquelles le robot ne pourra pas aller et virtuellement, en fonction des personnes, bloquer des accès et dire, bon, bah, on ne peut pas passer cette ligne virtuelle. On nous l'a demandé dans l'industrie, entre autres dans des usines qui voulaient faire visiter à des clients pour de très grosses installations, mais ils ne voulaient pas que la personne dans le robot puisse voir certaines zones. Donc de dire, bah, quand on s'oriente vers telle zone, on floute, par exemple. Aussi, donc que ce soit le blocage physique du robot ou le blocage visuel pour ne pas faire fuiter des données à travers le truc. Donc, et ça, c'est vraiment une brique qui fait partie aussi du projet. C'est une localisation parfaite qui nous permet, un, de faire du contrôle d'accès et deux, de réalité virtuelle, la réalité augmentée. Comment est-ce qu'on va superposer par-dessus la visibilité, la vision traditionnelle. Et d'ailleurs, quand vous avez en local un jumeau numérique du bâtiment et que vous êtes capable de garder l'ensemble de ces ressources en local, c'est là aussi où ça peut être intéressant d'imaginer, c'est peut-être pas la seule solution, il y en a peut-être plein d'autres qui sont imaginables, mais ça peut être une piste, par exemple, pour se dire on gère des accès, des zones, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, je pense qu'on peut passer à la démonstration. Sinon, pour ceux qui les veulent personnes tester le souhaitent, robot, surtout. tester le robot. Et dans ce cas-là, on va arrêter la visioconférence.